Je vais présenter Jean-Louis brièvement, certains d'entre vous le connaissent déjà. Notre historien ce soir, c'est lui, c'est Jean-Louis, qui est aussi, comme vous le savez peut-être, professeur émérite à la Sorbonne. Et à Paris 1, justement, il a dirigé le Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Et puis, en tant qu'historien, il a, en tant que, je dirais, précisé, en tant qu'historien social, il a travaillé sur la Grande Guerre, il a travaillé sur le mouvement ouvrier français, il a travaillé sur l'histoire de Paris, vous savez peut-être, y compris le 7 arrondissement. Et puis, il a, et actuellement, le plus important, enfin le plus important, ce qui est très important, c'est qu'il travaille actuellement sur une histoire de la Commune de Paris qui devrait paraître à l'occasion du 150e anniversaire et qui sera donc un ouvrage de référence. Il a déjà, pour ce qui est de la Commune de Paris, il a déjà dirigé un ouvrage de référence intitulé La Commune, le Paris de la Commune, que vous trouvez dans votre bibliographie. Si vous n'avez pas, vous aurez des exemplaires sur la table. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille. Et puis Jean-Louis, vous l'avez déjà entendu, le 21 janvier, il est déjà intervenu autour du fédéralisme et du chanobinisme. Et ce soir, il va nous parler et intervenir sur la commune et les services publics. Les services publics qui étaient sous la commune à l'enjeu. Et j'aimerais souligner que c'est encore aujourd'hui d'actualité et encore aujourd'hui un enjeu. Donc je passe la parole à Jean-Louis qui va nous présenter. Tu veux prendre ça, Alain? Oui. Bien, donc, comme d'habitude, on commence par un texte. Donc, le premier de ces textes, c'est un texte qui rend compte d'une rencontre entre une délégation d'institutrices et d'instituteurs qui avait constitué une petite association qui s'appelait l'Éducation Nouvelle et qui vont, juste après l'élection de la commune, je vous rappelle, le 26 mars 1871, c'est l'élection de la commune, elle va se réunir à partir du 29 mars, et donc à la fin du mois de mars, ces institutrices, ce petit groupe d'institutrices et d'instituteurs va aller rencontrer la commune pour lui faire des propositions qui seront finalement acceptées. Donc voilà le texte que ce groupe a proposé à la commune à la fin du mois de mars 1871. Les délégués de la Société L'Éducation Nouvelle ont été reçus hier par les membres de la commune, auxquels ils ont remis une requête conçue en ces termes. Considérant la nécessité qu'il y a, sous une république, à préparer la jeunesse au gouvernement d'elle-même par une éducation qui est toute à créer, considérant que la question de l'éducation, laquelle n'est exclusive d'aucune sorte, d'aucune autre, est la question mère qui embrase et domine toutes les questions politiques et sociales, et sans la solution de laquelle il ne sera jamais fait de réforme sérieuse et durable. Considérant que les maisons d'instruction et d'éducation entretenues par la commune ou par le département ou par l'État doivent être ouvertes aux enfants de tous les membres de la collectivité, quelles que soient les croyances intimes de chacun d'eux. Les sous-signés, délégués de la Société L'Éducation Nouvelle, demandent d'urgence, au nom de la liberté de conscience, au nom de la justice, que l'instruction religieuse ou dogmatique soit laissée tout entière à l'initiative et à la direction libre des familles, et qu'elle soit immédiatement et radicalement supprimée pour les deux sexes dans toutes les écoles, dans tous les établissements dont les frais sont payés par l'impôt. Que ces maisons d'instruction et d'éducation ne contiennent, aux places exposées au regard des élèves ou du public, aucun objet de culte, aucune image religieuse. Qu'il n'y soit enseigné ou pratiqué en commun ni prière, ni dogme, ni rien de ce qui est réservé à la conscience individuelle. Qu'on n'y emploie exclusivement que la méthode expérimentale ou scientifique,
celle qui parle toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuels. Que toutes les questions du domaine religieux soient complètement supprimées dans tous les examens publics, et principalement dans les examens pour brevet de capacité. Qu'enfin, les corporations enseignantes ne puissent plus exister que comme établissements privés ou libres. La qualité de l'enseignement étant déterminée tout d'abord par l'instruction rationnelle, intégrale, qui deviendra le meilleur apprentissage possible de la vie privée, de la vie professionnelle et de la vie politique et sociale, la société de l'éducation nouvelle émet en outre le vœu que l'instruction soit considérée comme un service public de premier ordre, qu'en conséquence, elle soit gratuite et complète pour tous les enfants des deux sexes, à la seule condition du concours pour les spécialités professionnelles. Enfin, elle demande que l'instruction soit obligatoire en ce sens qu'elle devienne un droit à la portée de tout enfant, quelle que soit sa position sociale, et un devoir pour les parents ou pour les tuteurs ou pour la société. Il a été répondu aux délégués que la commune était complètement favorable à une réforme radicale de l'éducation dans le sens qu'ils indiquaient, qu'elle comprenait l'importance capitale de cette réforme et qu'elle considérait la présente démarche comme un encouragement à entrer dans la voie où elle était résolue à marcher. Merci. Voilà, vous m'entendez bien là, ça va? Bien. Avant de commencer justement ce texte, je veux dire deux petites choses par rapport du vocabulaire et puis par rapport à quelque chose qui est lié à ce vocabulaire. Le premier, c'est le mot « la commune » que vous entendez souvent depuis 3 ou 4 semaines. Et on ne le précise peut-être pas tout à fait assez quand nous parlons, c'est qu'il a 2 sens. Il y a la commune qui est une sorte de période historique révolutionnaire, donc la commune du 18 mars 1871 au 28 mai 1871, c'est une période. Pendant la commune ceci, la commune, etc. Et puis il y a la commune qui est une assemblée élue. Le 26 mars, c'est cette commune-là qui décrète, c'est cette commune-là qui reçoit cette délégation d'instituteurs. Ce n'est pas la commune révolution en général, c'est la commune où au moins certains membres, j'imagine qu'ils n'étaient pas tous les 80 élus là, mais c'est la commune assemblée municipale élue. Voilà. Donc il y a toujours un truc entre les deux qui n'est pas toujours bien précisé, mais qu'il faut penser. Il y a 2 sens à ce mot, la commune, sans compter évidemment le sens très général, la commune de toutes les communes de France de tout temps. Mais quand on parle de la commune de 1871, il y a ce double sens. Voilà, qu'il faut bien penser. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, puisqu'il y a commune élue, je réponds à une question qui m'a été posée la semaine dernière. Il y a donc eu des élections le 26 mars. Et donc, puisqu'on m'a demandé comment on avait voté, le 26 mars, on a voté au scrutin de liste, entre guillemets, par arrondissement sur un tour. Voilà. Et les candidats qui ont le plus de voix sont élus. Et je rappelle, c'est un peu pour le pittoresque un peu, mais bon, c'était quelque chose qui a duré très longtemps, qui a changé. Il y a 2 points communs avec nos modes d'élection. Il y a une urne dans les bureaux de vote. Il y a du bureau de vote dans toutes les écoles. C'est pareil que maintenant. Il y en a dans les 12 écoles, dans les 24 écoles, parce que les écoles de garçons et de filles, ce n'est pas les mêmes à l'époque. Il y en a dans les 20 écoles du 14e. Il y a un bureau de vote. Et il y a ça, donc une urne dans le bureau de vote et une liste électorale, qui est une source intéressante pour les historiens, mais quand même pas satisfaisante non plus par un point tout à fait essentiel, c'est qu'il n'y a pas les femmes sur la liste électorale, donc pour étudier la société, c'est quand même un énorme trou pour nous. Et malheureusement, les recensements n'ont pas été très bien conservés. Les listes nominatives des recensements de ces périodes n'ont pas été toujours bien conservées.
Bon, mais ça c'est un aparté. Donc il y a les listes électorales des urnes. Par contre, ce qui n'existe absolument pas, il n'y a pas d'isoloir. Il n'y a aucun paquet de bulletins sur des tables. Personne, il n'y a pas eu de dépôt de liste. Ça n'a aucun sens à l'époque. Donc il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas d'isoloir, il n'y a pas une table. Alors, on va, voilà, avec des listes toutes prêtes. Chaque électeur arrive avec son bulletin préparé, sur lequel il a écrit les noms, ou alors il a eu le droit de prendre, si quelqu'un lui a donné un bulletin avec, voilà, c'est les 5 pour lesquels tu dois voter. Il peut y avoir un mélange de bulletins imprimés ou de bulletins manuscrits, ou de bulletins imprimés sur lesquels j'ai pris 3 noms, puis j'ai rajouté 2 autres noms à ma sauce. Voilà. Et on plie le bulletin, on va à l'urne et on le met comme ça. Voilà. Ça se passe comme ça, l'isoloir, ça viendra après. Bon, pour les républicains, c'est comme le caucus américain, là. Il y a une idée des républicains, je ne sont pas au sens américain, hein, mais au sens des républicains, que le vote, ça ne doit pas être secret. Le vote, on doit affirmer son vote. Il faudra Après, on va commencer à dire, ah oui, mais il y a des pressions, etc., donc il faut l'isoloir. Mais à l'époque, il y a une sorte d'idée, mais non, le citoyen, la citoyenne, si elle avait pu voter, doit affirmer son vote. Il n'y a pas à le cacher. C'est pas secret, un vrai citoyen. Il n'a aucune honte de son vote. C'est le principe du caucus aussi. Les gens vont s'installer pour dire, voilà, moi je vote pour telle personne à la primaire. Donc l'isoloir n'a aucun sens au XIXe siècle. Voilà, ça c'était justement pour préciser ces petites choses. Donc aujourd'hui on va parler de la commune des services publics. C'est pour ça que j'ai mis pour commencer un dessin de la mairie du 14e en 1871. Alors vous voyez, c'est la même que maintenant, sauf qu'elle est un petit peu plus petite. Parce qu'après 1871, on lui a rajouté des ailes à gauche et à droite, mais le reste est le même. La partie centrale, c'est la partie actuelle, et c'était la mairie de Montrouge. Puisque Montrouge était, nous venons, le 14e arrondissement de Montrouge, mais aussi d'autres communes. Et le jardin était un peu différent, voilà. Donc j'ai mis cette mairie un peu en image de départ. Alors, vous avez entendu le mot service public, hein, donc c'est bien un mot qui existe à l'époque. Hein. Et il y a même une commission des services publics qui fonctionne à la Commune de Paris dans la liste des commissions que j'ai évoquées la dernière fois. Par bien des aspects, ce sont les mêmes questions que maintenant, hein, qui se posent, qui ont été posées dans le cycle d'ailleurs que l'Université populaire du 14e a fait sur les services publics. Et donc, ceux qui ont vu ce cycle se rappellent de la difficulté de la définition de la notion même de service public, de sa façon de fonctionner, etc. Parfois, certains préfèrent, mais c'est tout à fait discutable, la notion de service d'intérêt général. On ne sait pas non plus parfaitement définir ce que c'est qu'un service d'intérêt général, ni où ça s'arrête. Bon, l'école, c'est évidemment un service public ou un service d'intérêt général. Le logement, par exemple, je me rappelle qu'à la séance sur le service public, l'intervenant avait dit « mais non, le logement, c'est pas un service public, c'est pas un service d'intérêt général, c'est chacun s'arrange pour son logement, ça n'a rien à voir avec un service public ». Bon, par contre, tout le monde va être d'accord sur l'école, les transports, etc. Voilà, donc le champ même n'est pas simple. Ensuite, ces services, ils peuvent être utilisés, ils peuvent être mis en œuvre, soit, c'est souvent là qu'on va entendre service public, par l'État, ce sera la fonction publique si on veut, ou par les municipalités, la fonction publique territoriale, donc exercée par le secteur public. Mais il peut l'être en délégation ou concession. Alors ça peut être à des associations. Prenons exemple, nous, éducation populaire, université populaire, nous faisons du service public. On ne peut pas dire le contraire, enfin je pense. Or, nous ne sommes pas ni la municipalité, l'État, nous sommes associations. Donc ça peut être délégué à des associations, et même on sait que ça l'est par certains côtés de plus en plus. Ça peut l'être délégué ou concédé à des sociétés privées plus ou moins contrôlées. On le sait, il y a des régies d'eau qui peuvent être déléguées à des sociétés privées ou municipalisées, etc.
Donc vous voyez, il y a même encore d'autres systèmes. C'est très très varié et parfois on a des juxtapositions de systèmes et des interpénétrations lorsqu'il y a des sociétés d'économie mixte qui gèrent certains secteurs. Donc c'est extrêmement vaste, extrêmement complexe et les questions sont les mêmes. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que toujours ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est la limite des services publics, mais on pourra y revenir. La police et la justice, par exemple, qui sont des grandes fonctions qu'on appelle régaliennes, sont pratiquement, presque toujours, dans les mains de l'État. Parfois les municipalités, mais massivement, ces fonctions sont dans les mains de l'État-nation. Il y a d'autres grandes fonctions régaliennes comme ça qui sont... Mais c'est souvent très très varié, et en 1871, on a cette multiplicité de systèmes qui fonctionnent. J'y reviendrai. Alors, il y a quand même des différences qu'il va falloir noter, que je veux aussi dire avant tout de suite. Les différences fondamentales, c'est d'abord qu'il n'y a pas de statut de la fonction publique. Donc, les employés de l'État ou de la ville de Paris, puisque là on est sur Paris, n'ont pas vraiment de statut, comme on l'a depuis la Libération. Ils sont pas tout à fait dans la situation du secteur privé entièrement libre, et c'est toute une gamme de... Mais voilà, il n'y a aucun problème pour renvoyer un fonctionnaire ou un employé de la mairie. C'est pas du tout la même situation, même s'ils ont des perspectives de carrière un peu différentes. Alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Le deuxième aspect tout à fait fondamental et différent, c'est que ce service public, entre guillemets, quelle qu'en soit la forme, on sort de 20 ans d'empire. Donc il a été, et il est perçu, je vais y revenir après beaucoup plus longuement, comme avoir travaillé au service de l'Empire, au service de Napoléon III depuis 20 ans. Donc pour les communards, on y reviendra très fortement, le service public égale empereur. Donc voilà, ça va déjà démarrer les choses de façon totalement différente de la situation et de la réflexion qu'on a actuellement par rapport aux services publics, fonctions publiques ou services municipaux. Enfin, il y a une autre circonstance très différente qui est tout à fait fondamentale, c'est que le service public va se dérouler dans le cadre d'une insurrection et d'une révolution, et en particulier d'une guerre. Donc on a une guerre, on a une ville isolée, on l'a déjà vu dans la première et la deuxième séance, on a une guerre, une ville isolée. Un objectif principal, essentiel pour la commune, institution, mais aussi peut-être pour la commune, révolution, c'est peut-être dans les deux sens, c'est de faire fonctionner les services publics. C'est-à-dire que les gens soient nourris, chauffés, secourus, transportés, éclairés, que les écoles fonctionnent, etc. C'est le but premier. Il faut que ça fonctionne. J'ai parlé déjà du fonctionnalisme voilà, il faut que ça fonctionne. Et il faut que ça fonctionne dans l'intérêt général de la population. Et il faut que ça fonctionne aussi parce que ça montrera la capacité de la Révolution à faire fonctionner des services publics. Et enfin, ce n'est pas négligeable que, comme on est en guerre, il faut que les services fonctionnent aussi. Comme en 14-18, il faut que l'arrière marche, pour que le front tienne. Pour que la garde nationale se batte, il faut que derrière, ça fonctionne. Voilà. Donc vous avez tout ça qui est très très important, qui est évidemment différent. Et ce primat du fonctionnement des services publics peut prendre le pied sur des visées qui sont tout à fait inédites et dans le cadre des idées qu'on a déjà évoquées d'une république démocratique et sociale. Alors je verrai donc en 4 parties. Dans la première partie, ce que j'appelle un peu solder le passé, aller à l'encontre du système impérial. Dans une deuxième partie, je verrai un peu certaines visées républicaines et sociales qui sont anticipatrices par bien des aspects, sans être... En troisième partie, je verrai justement des cas de priorité pour faire fonctionner les services publics. Et enfin, je verrai en 4e partie des éléments d'une révolution. Donc, la première de mes
c'est solder le passé, aller à l'encontre du système impérial et centralisateur. Et vous voyez qu'ici, je vous ai mis une caricature sur la ménagerie impériale. Et vous allez voir la ménagerie impériale composée des ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores qui dévorent la France pendant 20 ans. Voilà la commune, hein, République rouge, etc. Donc voilà, vous avez une image négative du système impérial et des services publics et des fonctionnaires. De toute façon, on va nuancer un peu après. Parce que c'est un lieu de privilèges, de gaspillage, de népotisme, de routine, etc., etc. Donc, ces services publics sont assez mal prévus. Voilà un texte, par exemple, le nouveau directeur des télégraphes. Qu'est-ce qu'il dit de la commune, hein? Il dit « Soyez prévenus que l'autorité administrative qui nous était jusqu'ici imposée par les gouvernements déçus, c'est la centralisation du despotisme, l'inintelligence favorisée et le fonctionnarisme onéreux. » Alors, fonctionnarisme onéreux, ça revient constamment. Alors, vous avez plein de choses. Alors, il y a un article qui décrit le ministère des Affaires étrangères. Mais il dit, ça c'est valable pour tous les ministères. Je cite, « L'État nourrit jusqu'ici des gens qui lui étaient complètement inutiles, des gens qui s'abattaient sur les fonds publics comme des corbeaux sur un cadavre de Plavalet. » Alors il dénonce les parasites, etc. Mais aussi les 23 garçons de bureau. Certes, dit-il, très mal payés, ce qui était vrai, mais complètent une utilité pour la plupart d'entre eux. Et il dit, on doit pouvoir arriver en dépensant 1/15 de ce que dépense le ministère actuel. Vous voyez, hein, ça vous surprend un peu, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez, mais les historiens ne sont pas là pour sortir ce qui fait plaisir. Alors ça, cette image est accentuée par la désorganisation de la plupart des services, c'est-à-dire qu'au début de la Révolution, donc dans la période qui va, disons, du 18 mars à la fin mars, vous avez une désorganisation systématique des services par Versailles. Donc on prend l'argent, parce que l'argent monnaie, c'était essentiel à l'époque encore, hein. Donc on prend l'argent de toutes les caisses des mairies, des ministères, et on l'emmène à Versailles, de façon à ce qu'il n'y ait plus un sou en caisse pour la commune, ou pour les mairies d'arrondissement, ou les différents ministères. La plus grande partie des hauts cadres sont partis à Versailles, en refusant absolument de servir la commune. Oui, une très très grande partie, et une partie des employés, des fonctionnaires ou des employés des ministères ou de la ville, des différents services, sont également soit partis, soit ont refusé de servir. En partie parce qu'ils avaient une menace de la part de Versailles que s'ils acceptaient de travailler pour la commune, ils seraient révoqués. Donc évidemment, c'était une menace suspendue. Voilà, donc il y a, ça a aggravé la situation dans ces rapports, et donc on est dans une situation qui veut, il n'y a pas beaucoup d'argent, et il s'agit aussi, là encore c'est le fonctionnalisme, hein, il s'agit de faire des économies. On va dépenser, mais on ne pourra pas trop dépenser, il n'y a pas d'argent. Alors la commune aura des emprunts, etc., mais il n'y a pas d'argent. Donc on voit hein, toute une série de textes, même l'Association internationale du travail, dans un texte du 2 avril, l'AIT, dit qu'il faut réorganiser les services publics en réduisant les administrations au strict nécessaire. Le 2 avril. Alors vous avez par exemple un communiqué triomphant de la mairie du 3e arrondissement, ce sont des communards, tout ce qu'il y a de plus communard, hein, élus qui disent voilà le tableau le plus éloquent que nous pourrions dire. Hein. Alors il y a 17 employés qui ont abandonné leur poste, on les a remplacés. Seulement, je cite, à ce chiffre de 17, nous substituâmes celui suffisant pour ce travail de 9 employés, donc qui réduisent les dépenses, qui suffisent largement à ce travail. Voilà. Donc on est passé de 17 à 9 employés, et on est très content, et on dit que ça marche très, très, très bien avec ces 9 employés. Et enfin, on met enfin... Donc voilà, on a beaucoup d'autres exemples hein, où je pourrais vous montrer cette satisfaction d'avoir diminué les dépenses de la fonction publique ou des services publics pendant la Commune.
Alors, on montre aussi l'austérité. Par exemple, il y a une description par André Léo, la communarde très célèbre, hein, du ministère de l'Éducation, de Vaillant, hein, où Vaillant était venu, où il dit ben, maintenant c'est quand même absolument formidable. Maintenant, il règne une grande économie, une grande simplicité. Au ministère de l'Instruction publique, au lieu de cette troupe en livret, il n'y a plus que 3 personnes qui travaillaient. Ça c'est la révolution. Hein. À ça, il faut quand même ajouter un phénomène hein, qu'on a entrevu déjà, qui n'est pas partagé par tous les communards, hein, qui est une certaine hostilité à l'État. Hein, on l'a vu, le prudhonisme et la suite du prudhonisme fait qu'au fond, il y a le côté situation impériale, mais il y a aussi un peu en dessous le côté tout ce qui renforce l'État, etc. C'est pas ce qu'on souhaite vraiment, hein, qui peut redoubler ce discours qui est quand même d'abord lié au despotisme. Voilà. Je reviendrai sur l'école d'ailleurs pour vous en dire quelque chose. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur ce côté. Deuxième chose qui est très importante pour eux, c'est donc que ces fonctionnaires ou ces employés des services publics ou de la mairie, ils doivent être maintenant indépendants. Et donc, l'Empire avait fait une obligation pour tous les employés des services publics et de la fonction publique d'un serment à l'Empire. Donc le fonctionnaire est à l'image de celui qui défend l'Empire. Il a prêté serment à l'Empire. Louise Michel, elle n'a jamais été institutrice dans la commune, avant la commune, dans une école publique. Vous imaginez, Louise, elle a toujours été institutrice dans des écoles privées. Vous imaginez Louise Michel prêter serment à l'Empire? Mais non, quand on veut être indépendant sous l'Empire, on va créer une école privée, une école libre au sens où l'entendait à l'époque. Parce que si vous êtes accepté d'aller dans l'enseignement, il faut toujours faire des efforts, hein, les choses vont changer. Si vous êtes sous le Second Empire, vous allez, je prête serment à l'Empire, je prête serment que je ferai des cours d'éducation religieuse, je prête serment que je ferai enseignement avec un Christ derrière moi, etc. Ah oui. Donc là, il vaut mieux peut-être l'école libre, entre guillemets. C'est compliqué. Donc voilà, là, la commune, elle va décider l'indépendance du fonctionnaire, de l'employé des services publics par rapport à l'État. Article unique, le 4 mai, le serment politique est aboli. Voilà. Le fonctionnaire doit être indépendant. Ça, c'est la deuxième grande mesure hein, qui est dans cet esprit-là. Et le dernier point, qui est peut-être plus large de conception que ça, mais qui renvoie à ce phénomène, c'est mettre fin à tout despotisme. Donc, il va falloir, pour les fonctionnaires, comme pour les responsables politiques, les élire et potentiellement les révoquer. Donc, on a d'ailleurs, hein, alors c'est un peu différent suivant les niveaux, hein, bien sûr, le haut fonctionnaire devra systématiquement être élu, l'ensemble des fonctionnaires, on peut prévoir qu'ils seront recrutés par des moyens différents. Dans la déclaration qu'on avait lue à la première séance, où on a lu la déclaration de la commune, hein, ils disent « le choix par l'élection ou le concours des magistrats ou fonctionnaires communaux de tous ordres ». Donc, ils ouvrent la porte, hein, vous voyez, aux deux systèmes, l'élection ou le concours, c'est suivant les cas, on n'a pas le temps de le développer. Alors, cette idée de l'élection, elle a été très peu tenue, par contre. Hein, c'est-à-dire que là, les circonstances, on avait par exemple décidé, Proto, le délégué à la justice, il avait dit qu'il fallait élire les juges. Hein, voilà la première magistrature qu'il faut élire. Là, on sort carrément du territoire municipal, on rentre dans le territoire national. Hein. Il va falloir élire les juges. Ils sont très influencés par le modèle américain. Ils sont des juges, ça fait partie d'un modèle qui les influence en partie à l'époque. Hein. Donc il fallait élire les juges. Ils commencent une circulaire pour ça, et puis on se rend compte que c'est totalement impossible et qu'on ne peut pas procéder dans cette situation à une élection de juges ou d'autres fonctionnaires. Et donc finalement,
la commune a nommé les hauts responsables. Mais, et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, évidemment, ce remplacement massif des hauts fonctionnaires va faire que l'appareil d'État, hein, est littéralement bouleversé par la Révolution. Ça, c'est totalement nouveau. On va avoir un appareil d'État dirigé par des gens totalement nouveaux. De même qu'on a des élus qui sont totalement nouveaux, le 26 mars, de même, on va avoir un appareil d'État, d'État ou municipal, totalement nouveau. Donc voilà, ça c'est tout ce qui va solder ce sentiment qu'ils ont de l'Empire. Deuxième point, maintenant on rentre plus dans ce que j'appelle un peu l'intentionnalisme, hein, en différence du fonctionnalisme, c'est-à-dire effectivement une visée qui est républicaine et sociale, qu'on peut dire anticipatrice, vous l'avez peut-être déjà senti dans le texte, hein, fondateur que j'ai vu. Alors il ne faut pas oublier, parce que là aussi, c'est évidemment, ça vous paraîtra peut-être moins important, quoique ça soit une question sérieuse, mais à l'époque, c'est une question très importante. La première question pour les services publics municipaux ou de l'État, c'est la question de la laïcité pour un républicain. C'est la question clé. Alors, voilà une caricature typique, hein, où il est écrit « Non, cher monsieur », alors c'est une sœur, hein, donc c'est anticlérical, « Cher monsieur, l'assistance publique m'a chargé de vous remettre une somme de 30 francs. N'ayant pas reçu mes appointements, c'est donc 20 francs que vous me devez. » Vous voyez, la bonne sœur dit « Moi, on doit me donner 50 francs, hein, ben j'en garde, vous m'en devez 20, etc. » Une sœur employée au bureau de bienfaisance, puisque les deux endroits principaux où était présent l'Église, ou la religion, c'était l'école et l'assistance publique. Hein, les deux grands secteurs où ils étaient, où l'Église était... Alors l'assistance publique, je n'aurai pas trop de temps d'en traiter, ni de son statut, tout ça c'est très intéressant, mais on ne peut pas tout traiter. Mais on a le même problème, hein. Je rappelle que depuis la loi Fallou, à l'école, il y a obligation dans les écoles communales, on peut avoir des instituteurs laïcs ou des instituteurs religieux. Les communes peuvent choisir. Mais qu'elles aient choisi des instituteurs laïcs ou des instituteurs religieux, dans les écoles, la présence des signes religieux est obligatoire. Donc il faut des Christ dans les salles de classe, parce que c'est seulement la religion chrétienne qui est en cause. Il y a une obligation d'un enseignement religieux dans toutes les communes. Il y a un contrôle de l'enseignement par une commission où l'évêché est présente, etc. Donc on a une obligation de la religion dans l'école publique. Je ne parle pas des écoles privées, hein. Et si on examine la situation dans Paris, en gros, la moitié des institutrices et des instituteurs sont des congrégations religieuses. Et plus dans les écoles de fil, hein, où c'est à peu près les 2/3 des enseignantes qui sont des congrégations religieuses, parce qu'on considère que les filles ont besoin d'un enseignement moral plus fort à l'époque, alors que les garçons, on peut être plus laïques d'esprit. Voilà. Donc les filles, par contre, là, il y a un enseignement religieux et que les sœurs les tiennent. Voilà. Donc vous avez ça. Et évidemment, ça, c'est un des grands points du programme d'une partie, de pas tous les républicains, mais des républicains avancés, qui est que l'école doit devenir laïque. Et pour cela, on a un des plus grands décrets de la commune, qui est un des tout premiers que la commune prend le 2 avril, que je vais vous lire. La commune de Paris, qui est donc l'enfant, il décide ça parce qu'ils ont reçu la délégation 2 jours avant, hein, et donc qui est votée à l'unanimité par la commune. Donc là, c'est la commune de Paris, institution. La commune de Paris, considérant que le premier des principes de la République est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire aux principes, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice, alors ça c'est beaucoup plus politique, des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète. Article 1, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Article 3, les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles ou immeubles, sont déclarés propriété nationale. Article 4, une enquête, etc., etc.
Voilà, c'est le premier décret hein, de séparation de l'Église et de l'État, plus d'un quart de siècle avant celui de la Troisième République. Donc on a, vous voyez, quelque chose d'extrêmement anticipateur qui se fabrique pendant la Commune. Et évidemment, ce décret, alors les bien-aimés meurtres, j'ai pas le temps de vous l'expliquer parce que sinon ça en a pour 3 heures, mais à partir de là se fabrique donc toute cette politique de laïcisation des écoles publiques, hein, c'est dans la logique. Il faut donc enlever les frères et les sœurs des congrégations, tout ce qui vous a été lu tout à l'heure. Passer à un enseignement rationnel, processus qui va être quasiment achevé avant la fin de Versailles. Ceci dit, ça n'a pas été facile. Parce que là, retour au fonctionnalisme. C'est facile de faire ce décret et après de dire, voilà, on laïcise les écoles. Ça veut dire que vous trouvez tout d'un coup avec 50% d'enseignants en moins. Ah oui. Pas si facile que là, du jour au lendemain, dire, ah ben voilà, maintenant, je rouvre l'école, et puis, mais où y sont les enseignants? Alors, on a pris un peu qui on pouvait, hein, en se disant, ce ne sera pas plus mauvais que certains, une bonne sœur. Hein. Voilà, mais c'était pas évident, vous voyez, c'est pas si facile quand on a les mains dans le cambouis. C'est facile de faire le décret, mais après, il faut l'appliquer. Et si vous rouvrez l'école où il y a la moitié des enseignants et que les gamins n'ont pas de classe, vous vous heurtez aux gens qui disent ben, ramenez-les. Et ça est arrivé dans certains endroits. Voilà, hein, la réalité, elle est toujours dure. Hein. Voilà. Alors, on a le même problème dans l'assistance publique de Paris. Hein. Alors, il y a 2 grandes branches hein, dans l'assistance publique à l'époque. Hein. Il y a la santé, les hôpitaux, et les secours. Les secours, à l'époque, tout ce qui est assistance, c'est pas seulement la santé, c'est aussi les bureaux de bienfaisance des mairies, et les hospices de vieux, etc. Hein. Donc, il y avait 2 branches dans l'assistance publique. La grande majorité des infirmières étaient des sœurs. Très très peu de laïcs parmi... pas chez les médecins, mais dans les personnels soignants. D'ailleurs, et pareil aussi dans les bureaux de bienfaisance des arrondissements, hein, c'était souvent les sœurs qui les faisaient fonctionner. Donc, là, c'est le principe de pragmatisme. Parce qu'on ne peut pas les remplacer, donc on les a maintenus. Alors à l'Hôtel-Dieu, par exemple, vous avez des choses assez amusantes. Le directeur de l'Hôtel-Dieu, alors il a fait enlever tout ce qu'il y avait de religieux dans les couloirs. Il les a rebaptisés. Alors il y avait le couloir Blanqui, le couloir Proudhon, le couloir de la Révolution sociale, allée de la République, etc. Mais les sœurs Augustines, elles continuent à y travailler. Alors elles doivent simplement avoir une robe noire, leur robe noire, mais une ceinture rouge. Et alors, les Christ, ils sont conservés derrière les lits, mais ils sont cachés par un bouquet de fleurs. Voilà, comme ça, vous voyez, voilà, parce qu'il faut qu'elles restent, quoi. Hein. Par contre, les curés ne peuvent en aucun cas venir pour une extrême onction sans l'accord du malade. Hein. Là, il y a une grande vigilance à ce que les curés ne s'imposent plus, comme c'était le cas avant, à l'hôpital pour dire, voilà, voilà, donc là, il faut que le malade réclame. Donc vous voyez, il y a une sorte d'équilibre où on essaie de jouer dans cette société. C'est complexe. Alors, dans l'idée communarde, à côté de la République et de la laïcité, cette idée de faire cette école laïque ne se dissocie jamais dans l'esprit des communards de la dimension sociale. Donc, républicain, mais c'est toujours aussi social. Ça ne peut pas se faire. Je vous rappelle le premier texte qui a été lu, cette déclaration aux paysans, hein, je vous le recite, Paris veut changer ça. Paris veut que le fils du paysan soit aussi inscrit que le fils du riche, et pour rien, attendu que la science humaine, le bien de tous les hommes, etc. etc. Donc c'est laïque, mais ce doit aussi être social. D'où ce qui a été dit tout à l'heure, hein, il faut, dit Vaillant, une réforme de l'enseignement qui assure à chacun la véritable base de l'égalité sociale, d'où la généralisation de la gratuité et de l'obligation.
jusqu'à sous le Second Empire, vous devez tout payer, hein, quasiment tout dans l'école primaire. Alors là, vous voyez, je vous ai trouvé ça parce que c'est émouvant, parce que c'est le 14e arrondissement, trouvez ça aux archives de Paris. Ouais, c'est un imprimeur hein, qui envoie à la mairie du 14e arrondissement, parce qu'il a fourni à l'école de garçons 1 rue des Trois Sœurs, les articles suivants: 100 cahiers, tel type, 200 cahiers, tel type, 600 cahiers d'écriture, des porte-plumes, des feuilles de bon point, etc. Le 5 mai 1871. Voilà, ça c'est concrètement l'école gratuite qui se réalise dans les écoles publiques. La commune ne touche pas aux écoles privées. L'école privée, c'est l'école privée. Ça, on ne parle que de l'école communale publique. Et elle réalisait, alors, il y a beaucoup d'autres projets, hein, par exemple, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des propositions de faire des crèches laïques, et de faire un énorme enseignement de la toute petite enfance. Hein. C'est vraiment à cette période que la crèche est inventée, hein, comme système qui sortirait de l'asile pour enfants, comme on disait à l'époque. Hein. On sort de l'asile pour enfants et on dit il faut faire des crèches aérées, etc., etc. Bon, il y a toute une série de projets. C'est aussi la gratuité qui est décrétée pour la justice, par exemple. Hein. Pour l'égalité des citoyens devant la justice doit être gratuite. Voilà. Alors, c'est pas général, là, par exemple, on continue à payer les actes d'état civil, etc., dans les mairies. Mais il y a cette volonté extrêmement importante hein, d'aller vers une ambition sociale qui est très très sensible. Ça va alors jusqu'à ce qu'on ne pourrait pas appeler vraiment une politique de service public au sens classique, mais ça va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une intervention dans les secteurs privés, travail ou logement. Alors la plus connue, hein, c'est qu'on ne touche pas à la propriété, mais on va prendre un certain nombre de mesures pour assurer le logement, comme l'idée qu'il y a un droit au logement et qu'il faut assurer le logement. Là, je vous montre une petite caricature, hein, pauvre propriétaire, père de 6 enfants et propriétaire. Alors, on s'amuse un peu, oh, vous qui passez par ce chemin, avez-vous vu jamais un sol pareil au mien? Alors, il fait la quête, le pauvre propriétaire. Pourquoi? D'une part, parce que la commune a, on l'a vu, remis tous les loyers du siège, donc elle dispense de paiement tous les loyers en retard. Et deuxième grande mesure, c'est la réquisition, décidée par la commune, des logements vides pour les remettre aux personnes qui n'en avaient pas. Au départ, mesure de circonstance pour des réfugiés qui prend forme plus large. Voilà aussi une mesure qui a d'ailleurs une certaine actualité, hein, qui est toujours en débat. Donc, et on le voit appliqué. Moi, j'ai des papiers où on voit arriver les membres de la commune dans des immeubles et interroger le concierge, dire « Ah oui, là, il n'y a plus personne depuis 6 mois et on reloge une famille. » Voilà. Donc, c'est pas une intervention, c'est une intervention dans l'idée d'un service public du logement, mais qui ne fonctionne pas comme un service public constitué du logement. Vous voyez, c'est encore un autre niveau. Troisième grande partie, donc les cas de priorité au fonctionnement. Voilà, on va s'amuser un petit peu. C'est pas tout à fait de la date, hein, c'est pas très bon comme reproduction, c'est quarantaine d'années avant. Alors vous savez, Paris c'est une ville de travaux, alors on n'arrête pas de pleurer. Et alors, on pleurait autant au XIXe siècle. Hein. Si vous avez, voilà, on pleurait. Alors là, on pleurait parce qu'on est en train de construire des canalisations. Alors les Parisiens sont curieux, hein, on l'a vu, la sociabilité parisienne, l'identité parisienne, alors, ils regardent toujours tout. Et là, mais on râle à qui mieux, parce qu'on creuse des canalisations pour le gaz. Voilà, alors c'est embêtant. C'est comme dans les années 30, si vous aviez vu les pétitions des commerçants contre les gènes que faisait la construction de la ligne 13. Parce qu'on a construit la ligne 13 tout le long de la rue Raymond-Losserand, qui à l'époque s'appelait la rue de Vanves, dans les années 1930.
il y avait des travaux, hein, toute la rue était bourrée de travaux. Hein. Un métro, vous voyez ce que c'est à Tolbiac encore ou ailleurs. Hein, toute la rue a été... Alors les commerçants sont furieux, mais on perd notre clientèle. Voilà. Et ça gêne tout le monde, et on ne peut pas passer dans la rue. Voilà. Donc là, c'est amusant parce qu'on voit au moment de la construction des canalisations de gaz, les plaintes contre les travaux qui perturbent la circulation, etc. Et en même temps, la curiosité des Parisiens devant ces travaux. Alors pourquoi je prends ça? Parce que je vais m'appliquer sur le problème du gaz comme exemple de cette priorité au fonctionnement. Mais ce que je vais dire pour le gaz serait tout à fait valable à quelques variantes qu'on ne va pas affiner hein, sur les transports en commun, la compagnie des omnibus ou les compagnies de chemin de fer hein, privées. Donc c'est surtout valable d'ailleurs dans les services concédés, mais ça pourrait arriver ailleurs. Donc là, il y a fondamentalement une idée, c'est on ne touche pas à ces compagnies. On ne touche pas à ces compagnies parce qu'il faut que ça fonctionne. Hein? Alors on va contrôler un peu, plus ou moins, mais il faut que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est dit dans le programme de la Commission des services publics, cette commission est chargée de la surveillance des grands services. Elle doit veiller à ce que tous ces services fonctionnent régulièrement et économiquement. Voilà. C'est le programme du 29 mars. Alors, il faut rappeler un peu ce qu'était la compagnie du gaz. C'est une histoire extrêmement intéressante qui a été très très bien étudiée par des historiens, la compagnie parisienne du gaz. Donc, c'est une société privée qui est une très grande société capitalistique. Hein. On y trouve la famille Schneider et d'autres grandes familles capitalistes de la période du Second Empire. Et cette société, la ville de Paris, est en accord avec la préfecture de la Seine. La ville de Paris, en accord avec la préfecture de la Seine, lui a donné une concession de 50 ans pour le chauffage, l'éclairage d'abord, et progressivement le chauffage dans Paris et le département de la Seine. Alors cette concession de 50 ans, attention, hein, il y a un contrat quand même, hein, c'est pas l'abandon, c'est obligation de baisse immédiate des prix pratiqués par les sociétés antérieures, c'était une fusion, de 20%. Hein. Donc cette compagnie baisse les prix du gaz de 20%. En 1856, les Parisiens, la ville quand elle achète le gaz d'éclairage, et les Parisiens qui ont un peu déjà de gaz de chauffage voient leur prix baisser de 20%. Sous ce Second Empire, tout le prix ne monte pas, il ne faut pas croire. Les prix sont baissés de 20%. Deuxième point, dans cette concession, la moitié des profits doivent être reversés à la ville. C'est assez habile parce que comme ça, on est tranquille. Mais la ville va toucher de l'argent. Et troisième point, à la fin des 50 années, toutes les infrastructures, usines, canalisations, etc., sont laissées à la ville. Voilà, donc ce n'est pas un contrat totalement, vous voyez, où la ville de Paris, pas s'imaginer que la ville de Paris, la préfecture de Haussmann, c'est des gens qui font n'importe quoi, en laissant tout au privé n'importe comment. Hein. Non, c'est pas comme ça, hein, c'est pas simple. Hein. Il y a des conditions très, très marquées, vous voyez, hein, qui sont là. De fait, hein, d'ailleurs, cette compagnie, c'est un énorme dynamisme. C'est le dynamisme du capitalisme du XIXe siècle. Donc, en 20 ans, ils vont construire 30 000 lampadaires pour éclairer la ville. Ils vont commencer à monter les conduites dans les immeubles, ici au gage, etc., etc. Vous voyez ces plaques, etc. Et ils vont construire la grande usine de la Villette qui va polluer pendant 100 ans la banlieue... Enfin non, là, même le nord de Paris, hein, auprès du boulevard McDonald, là-bas, etc. Donc voilà, vous avez un mode de fonctionnement hein, qui est de délégation à une grosse compagnie capitalistique, hein, c'est pas semi-public, hein, là, c'est vraiment capitaliste, mais qui assure un développement de ce service public du gaz. Alors et après, il y a certaines rallentes sur le prix des compteurs, etc., qu'on voit apparaître, mais voilà, c'est comme ça. Pendant le siège, hein, évidemment, il y a quasiment le premier siège par les Prussiens, un arrêt presque progressif du service, tout simplement parce qu'il n'y a pas les matières premières, essentiellement le gaz. Je vais vous montrer des images de la Villette. C'est de la distillerie de la Houille hein, qui fabrique. Or, il n'en arrive plus pendant le siège, hein, puisqu'il n'arrive plus rien dans Paris. Donc petit à petit,
Paris s'éteint pendant le siège. On a vu la manque de nourriture, mais aussi Paris s'éteint. Paris ne se chauffe plus, parce que y a plus de charbon pour ceux qui sont directement au charbon, il n'y a plus de gaz, il y a de moins en moins de bois pour se tenter. Donc vous voyez, c'est très dur, on l'a déjà vu. Donc on arrive à un niveau très faible au 18 mars, le niveau est encore très très faible au moment de l'insurrection de distribution par la Compagnie du gaz. Donc toute l'action du contrôleur qui s'appelle Bernard Pérouton, qui est nommé par la commune, qui contrôler cette compagnie, c'est d'assurer les arrivages de houille, et en partie de pétrole, mais surtout de houille, pour faire fonctionner les usines. C'est de maintenir le personnel pour travailler, et même donc on les dispense d'aller à la garde nationale, combattre, parce que priorité à la production de gaz. Donc voilà, toute l'action, c'est ça, assurer l'approvisionnement en houille, faire fonctionner l'usine en maintenant le personnel dedans. Voilà ce qu'on fait. On ne touche pas à la compagnie. Il y a même un épisode, le 22 avril, au milieu de la commune, il y a un bataillon de la garde nationale rentre dans le siège de la Compagnie du gaz, qui n'était pas à la Villette, c'était, je ne sais plus où, dans le 8e ou le 9e arrondissement. Bataillon enfin pas tout le bataillon, mais une partie des membres rentre dans la compagnie. Et puis, voilà, ils fouillent, etc. Donc ça crée un esclandre, etc. Et tout de suite, dans le journal officiel, le lendemain, voilà ce qu'il y a. Plusieurs journaux rapportent inexactement, et quelques-uns commentent avec une malveillance évidente les faits qui se sont passés à la Compagnie parisienne du gaz. Il n'y a eu là, pas plus qu'ailleurs, ni atteinte à une propriété privée, ni arbitraire de la part des agents de la commune, mais seulement excès de zèle de la part de gardes nationaux, envoyés pour faire rentrer au ministère de la Guerre les fusils qui avaient servi à l'armement d'un bataillon spécial aujourd'hui dissous. Dès que le délégué des finances a été averti qu'une somme de 183 000 francs avait été saisie, il s'était empressé de concert avec son collègue de la Sûreté Générale de la faire remettre au directeur de la compagnie. S'il y avait eu acte d'arbitraire de la part d'un agent de la commune, cet acte eût été frappé comme le seront tous ceux du même genre s'il s'en produit d'une destitution et d'une poursuite immédiate. Si vous touchez à la Compagnie du gaz, ça va tomber. Voilà. Grossièrement, c'est la même politique dans les transports en commun, dans les compagnies de chemin de fer, etc. Faut que les trains circulent. Il faut absolument, parce que c'est le ravitaillement qui est en cause. Alors, attention, bien sûr, si un directeur d'une compagnie de chemin de fer sabote un peu, il risque de freiner la production pour gêner la commune, il risquerait, là par contre. Ou un directeur du trafic qui fera en sorte que les trains militaires de la commune ne circulent pas, il va être arrêté. Voilà. Donc on a cette politique qui est et qui a d'ailleurs fonctionné, c'est-à-dire que tout ça fonctionne. Le gaz, les transports en commun, ça fonctionne dans la commune, sauf peut-être les endroits où il y a des bombardements qui tombent sur les omnibus, mais la compagnie de omnibus, elle fonctionne. La compagnie du gaz, elle fonctionne, les compagnies de chemin de fer, elles fonctionnent. D'ailleurs, elles payent même leurs impôts à la commune. Alors, il y a le contrôle un peu militaire, parce qu'il y a toute cette exigence. Il y a aussi le contrôle, par contre, qui est nouveau, c'est que la commune est très vigilante à ce que ces compagnies privées appliquent les décrets sociaux que prend la commune. Donc, par exemple, la commune prend un décret interdisant toute amende et toute retenue sur salaire pour les salariés. Alors là, on inonde les compagnies de circulaires pour dire « Attention, vous devez appliquer nos décrets sociaux. » Pas question sinon, c'est vous qui serez à l'amende. Voilà. Alors là, il y a un contrôle sur l'application sociale. Mais voilà, ça va plus loin. Alors, il y en a très très peu qui vont contester ce genre de choses pour dire il fallait aller plus loin. J'ai trouvé par exemple une lettre où quelqu'un dit laisser le privilège de l'exploitation à des capitalistes est un tort grave au point de vue des réformes sociales. Et il dit qu'il fallait faire de ces compagnies un
un vrai service public, une source de revenus pour la commune. Et il regrette que la commune ne l'ait pas fait. Enfin, mais c'est très rare, hein. C'est très très rare ce genre d'opinion. Pour eux, dans ce cas-là, il fallait que ça fonctionne. Quatrième et dernière grande partie, donc une révolution beaucoup plus approfondie dans des secteurs, mais dans des secteurs qui sont déjà municipalisés ou étatisés. Alors c'est une révolution là où ça va aller beaucoup plus en profondeur par certains aspects. Alors, le premier point que je veux évoquer, c'est tous ces hauts dirigeants. On les a remplacés. On n'a pas pu faire d'élection, on les a remplacés. Alors, je vous en ai mis un échantillon qui me paraît assez significatif. Alors, vous voyez, il y en a deux. C'est celui qui est nommé contrôleur des chemins de fer, donc qui contrôle pour la commune les compagnies des chemins de fer. C'est une grosse responsabilité, hein, de contrôler l'ensemble du secteur des chemins de fer. Même si les compagnies privées gèrent, font leurs profits, etc. Hein, mais il y a un contrôle très fort quand même. Donc c'est un certain Piat. Alors là, vous voyez, lui, il était directeur du trafic à la compagnie d'Orléans. Donc là, on a quelqu'un qui est de la maison, qu'on nomme. Treillard, le directeur nommé par la commune, hein, ce sont directeur de l'assistance publique, nommé par la commune. Il était inspecteur à l'assistance publique. Là encore, c'est quelqu'un. Mais ça, c'est le cas minoritaire. En gros, c'est à peu près la proportion, hein, que je vous ai mis, sans les mettre tous. Par contre, vous avez délégué de la commission du travail, donc le ministre du Travail, en quelque sorte, un ouvrier bijoutier, directeur des postes, un ouvrier ciseleur, directeur de l'imprimerie nationale, un ouvrier typographe, directeur de la monnaie, un ouvrier monteur en bronze. Alors là, c'est un peu lié à la profession quand même, hein. Vous voyez, c'est pas totalement des gens qui sont, mais ils sont ouvriers. Ils sont même pas des cadres ni des techniciens, c'est des ouvriers compétents. Et même plus, alors on va plus loin, directeur des contributions directes, parce que la commune lève des impôts, hein. Un ouvrier bijoutier, directeur des contributions indirectes, un ouvrier typographe. Vous voyez, hein, ça c'est complètement inédit. C'est l'arrivée d'ouvriers à la direction des grands services publics. Alors, voilà. On peut être ouvrier et diriger un très grand service public. Ça, c'est fait pendant la commune. Là, ils ont un certain lien, c'est des ouvriers, comme on avait vu, hein, qui n'arrivent pas de nulle part. Hein. Ils ont été militants à l'international, ils ont une culture. De Bock, par exemple, il écrit de la poésie, comme souvent dans ces milieux ouvriers de l'époque, etc. Hein. Vous voyez les professions, bijoutier, ciseleur, typographe, monteur en bronze, etc. Hein. Ce n'est pas les journaliers qui arrivent à ces postes, hein, évidemment. Mais c'est quand même l'arrivée d'ouvriers à la direction des grands services publics. Alors vous voyez qu'il y a une deuxième grande catégorie, c'est qu'on fait appel, parce que la commune a un culte, on l'avait peut-être senti dans le texte de tout à l'heure, un culte, et les ouvriers aussi d'ailleurs de l'époque, un culte de la science. Voilà, s'il y a une valeur formidable pour un ouvrier du 19e siècle, quoi qu'on a dit parfois qu'ils étaient positivistes, c'est la science. Ça va avec la raison, raison, science. Alors vous voyez, le secrétaire général des services publics, Caron, donc celui qui coordonne tous les services publics côté mairie, hein, c'est un ingénieur. Le directeur des domaines, c'est un prof de maths. Et le domaine, c'est un gros secteur. Le directeur des promenades des jardins, c'est le successeur d'Alphand, donc celui qui avait fait nos grands jardins. C'est un jeune ingénieur qui sort de Polytechnique de 27 ans. Le contrôleur à l'éclairage que j'ai évoqué tout à l'heure, là, Pérouton, c'est un ingénieur de centrale. Vous voyez, la place qu'on donne, hein, la grande catégorie, c'est les ouvriers et les scientifiques. Voilà. C'est l'arrivée au pouvoir des ouvriers et des scientifiques. C'est pas exactement tout à fait le modèle non plus qu'on avait vu pour les arts plastiques, hein, où on a une autogestion directe, etc. Puisque là, il n'y a pas d'autogestion directe, puisqu'on nomme les directeurs, c'est encore un autre système.
Donc ça, c'est vraiment frappant. Alors le directeur des douanes, là, c'est tout à fait particulier, c'est un compositeur de musique et professeur de musique. Voilà. Donc ça vous donne une idée, bon, je vous ai mis ça, c'est à peu près la proportion qu'on retrouverait. Dans certains cas, il y a une compétence d'un cadre qui est rallié à la commune que l'on va mettre. Très souvent, ce sont des ouvriers, souvent, ce sont des scientifiques, et parfois, bon, pour différentes raisons. Alors bien sûr, il ne faut pas idéaliser, hein, tous ces gens n'ont pas totalement réussi leur direction, hein, et on pourrait trouver beaucoup de difficultés, etc. Mais dans l'ensemble, et en particulier les ouvriers, c'est une vraie réussite. Ça marche très bien. Donc, ça, en ce sens, c'est totalement nouveau, hein, montrait que des ouvriers vont diriger les grands services publics. Alors, bien sûr, ce n'est que pendant 1 mois et demi. Qu'est-ce qui se serait passé sur 5 ans, sur 10 ans? On est dans des circonstances particulières. Il faut toujours savoir voir les circonstances, hein, dans l'histoire. N'empêche que c'est vrai. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est significative, qui semble extrêmement nouveau et important, je vous lis le décret, après je le commente, c'est un décret très, très précoce. Hein. La Commune de Paris, c'est toujours là l'Assemblée, hein, considérant que jusqu'à ce jour les emplois supérieurs des services publics, par les appointements élevés qui leur ont été distribués, ont été recherchés et accordés comme place de faveur, considérant que dans une république réellement démocratique, il ne peut y avoir ni sinécure, ni exagération de traitement, décrète le maximum de traitement des employeuses divers services communaux est fixé à 6 000 francs par an, Hôtel de Ville, 2 avril 1871. Et le lendemain, la commission exécutive précise que ce n'est pas valable que pour les services communaux, mais pour tous les services de la fonction publique, d'État ou de la ville. Puisque, on l'a vu, par un entraînement, la commune est passée de la gestion de la ville à la gestion de l'ensemble des ministères, hein, à la fin de mars. Donc c'est le salaire maximum. Voilà. Il faut resserrer les salaires. Le haut fonctionnaire ne peut pas dépasser un certain niveau. Pour vous donner une idée, on peut le discuter, 6 000 francs annuels, ça fait à peu près 500 francs par mois, ça vous dit strictement rien. En général, les gens disent « Ah oui, c'est 500 francs par mois, ben, d'accord. » Et puis on a payé le pain 14 centimes, puis les gens, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut valoir. On lit quand ils lisent les textes du 19e siècle, c'est amusant. Alors, en gros, pour moi, 500 francs par mois, c'est à peu près, toute chose, c'est très difficile de faire les comparaisons, mais c'est à peu près 4 500 € actuels. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, voilà, aucun fonctionnaire ne peut dépasser 4 500 € mensuels. Voilà. Et c'est appliqué, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien, personne ne gagne plus que ça pendant la commune. Et ça rend furieux parce qu'un juge, ça gagne 20 000 francs à l'époque, annuel. Hein. Voilà, donc gagner 4 500, c'est pour eux, il faut voir les caricatures des juges, hein, comment on montre les juges comme des gens qui dorment, qui n'écoutent pas le peuple, etc. Hein, au 19e siècle. C'est pas le même truc. En tout cas, voilà, il faut resserrer les salaires, égalité et maximum de traitement. Pas non plus, on ne les a pas mis non plus à 100 €, hein, c'est des salaires qui restent relativement intéressants, mais maximum de traitement. Deuxième élément, qui va dans le même sens de cette idée, c'est l'interdiction de tout cumul. Donc là, c'est décrété le 20 mai, considérant que sous le régime communal, hein, le régime communal, ça veut dire, on en a parlé, hein, de ce que ça a comme sens le mot commune, à chaque fonction doit être allouée une indemnité suffisante pour assurer l'existence et la dignité de celui ou celle qui la remplit. La commune décrète tout cumul de traitement est interdit. Tout fonctionnaire de la commune appelé en dehors de ses occupations normales à rendre un service d'ordre différent n'a droit à aucune indemnité nouvelle. Voilà. Donc, tout cumul est interdit de traitement. Voilà.
Normalement, vous devez bien gagner votre vie, et après, si vous voulez faire plus pour la cité, il ne faut pas demander d'argent. On ne va pas vous en donner. Donc voilà, le deuxième grand point, hein, c'est toute cette exigence hein, d'égalité, de resserrement des salaires. Troisième point extrêmement important. Oui? Il se passe quelque chose? Non, c'est le temps. Bah, on arrive à la dernière partie de sous-partie. Troisième point tout à fait spectaculaire, c'est la poussée autogestionnaire dans les secteurs ouvriers. C'est-à-dire là, dans les secteurs qui sont vraiment municipalisés, étatisés, on va avoir des formes totalement inédites. Alors, ça existe un peu à la Poste, mais c'est surtout, je vous ai mis l'image des ateliers du Louvre, puisque le Louvre était occupé pendant le siège, puis pendant la Commune, par des ateliers d'armes. N'oubliez pas qu'on est toujours dans une situation militaire, que ce soit pendant le siège ou pendant la Commune. Hein, ce sont des ateliers, vous voyez, avec des grands bancs où on répare les fusils, les armes, etc., etc. Et ces ateliers du Louvre vont se doter d'un règlement dont je vais vous rappeler certains points essentiels. Premier point tout à fait essentiel, tous les chefs sont élus, même le directeur. Donc, le directeur de l'atelier, c'est un atelier où il va y avoir 300 personnes hein, ou 400 personnes, le directeur de l'atelier n'est pas nommé par la commune. Là. Non. Il est élu par les ouvriers et, bien sûr, dans le fonctionnement de la commune, on l'a déjà vu plusieurs fois, toujours révocable. Puisque toute fonction, toute autorité dans l'esprit de la commune doit être toujours révocable. On n'est jamais élu pour 5 ans, pour 1 an, comme ça, en disant maintenant vous avez le pouvoir absolu, ça c'est impensable dans la commune. Donc ils sont les chefs d'atelier, le chef d'atelier, ou le directeur d'atelier, les chefs de banc, c'est-à-dire les sortes de grands contremaîtres qui contrôlent un banc de travail, là vous voyez, etc., sont également nommés en assemblée générale par les ouvriers réunis. Ils seront révocables s'il est démontré qu'ils ont failli à leur devoir. Ça, c'est le premier point. Tous les chefs sont élus. Deuxième point, il y a un conseil. Donc un conseil également élu. Ce conseil est réuni tous les jours à 5h30 de relevé pour délibérer sur toutes les opérations en cours, sur tous les rapports et sur toutes les opérations. Donc voilà. Tous les jours, il y a un conseil qui est composé alors des délégués de la direction, etc., et d'un ouvrier élu de chaque banc, qui sont les délégués des ouvriers de chaque banc. Ces délégués sont renouvelés, vous voyez, tous les 15 jours. Donc, c'est une démocratie qui doit tourner. Hein. On n'est pas élu délégué du personnel pour 1 an, pour 2 ans. On est élu tous les 15 jours. Toujours cette idée que le pouvoir ne doit pas rester longtemps. Les délégués sont élus tous les 15 jours, etc. Et donc, contrôle de l'embauchage par ce conseil. C'est le conseil d'atelier et les ouvriers par là qui ont le contrôle de l'embauche et de la débauche. Hein? Voilà, donc on a et le prix des salaires est fixé par le conseil sur proposition des chefs d'atelier et des chefs de banc qui ont préparé le dossier. Mais c'est le conseil qui fixe le salaire. Donc on a, vous voyez, un décret entièrement autogestionnaire. Alors, je dis décret, en fait c'est un texte qui est adopté par les ouvriers le 3 mai. Il est validé par le Avrial, qui est un membre de la commune qui est en charge des armements, donc il est accepté par la commune en tant qu'institution, et il paraît au journal officiel du 21 mai. Donc il fait force de loi, et dans une certaine mesure, il fait modèle, en paraissant dans le journal de la commune. Donc là, vous voyez, là, on a quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin dans un modèle d'autogestion ouvrière dans un secteur qui est entièrement d'État. Bien sûr, c'est des gens qui travaillent pour l'équivalent du ministère de l'Armement.
Alors on trouve ça c'est plus fort, mais on trouve ça aussi, par exemple, j'ai parlé de l'imprimerie nationale. Alors l'imprimerie nationale, c'est presque le même modèle, mais le directeur a quand même été, c'est un ouvrier, mais il a été nommé par la commune. Hein, donc il n'est pas comme ces ateliers qui ont nommé leur propre directeur. Le directeur a été nommé par la commune, mais c'est pareil, tous les chefs d'atelier sont élus à l'imprimerie nationale pendant la commune. Il y a régulièrement des assemblées générales d'ouvriers, et les salaires sont fixés par accord entre l'ouvrier et le directeur. Ça ne signifie pas que les contradictions disparaissent, hein, on pourrait en montrer de nombreuses. Le dernier point que j'aurais pu traiter comme un exemple de cette révolution, mais qui est extrêmement complexe, il faudrait y passer 1 heure, c'est un projet très actuel de ce que pourrait être une police populaire. Ah oui, mais oui, je ne peux pas vous parler de tout. Il ne veut pas. Non. Pour conclure, deux points. 1, la commune a su rétablir, pour c'était essentiel, et assurer un fonctionnement satisfaisant des services publics à Paris, malgré des difficultés extrêmes qui étaient liées à la disparition de tas de choses qui faisaient fonctionner, y compris des employés, des cadres, de certains cadres, etc., de monnaie, d'argent, de pièces, etc., qui sont partis à la fin mars, et liées à un nouveau siège, un manque de choses qui arrivent, donc une circonstance extrêmement difficile. Globalement, avec des inégalités, on a pu se soigner, les hôpitaux fonctionnent, être transportés, se chauffer, étudier, et également, ce qui pour moi est un service public par certains côtés, mais j'en ai pas du tout traité, se nourrir. Parce qu'on peut se demander si l'alimentation, ce n'est pas non plus un service public. Ça n'est jamais pensé comme tel, mais ça l'est peut-être pour certains. Bref, ça a fonctionné avec des choses parfois chaotiques, hein, bien sûr, et difficiles. Ce qui a moins bien fonctionné, mais je n'ai pas le temps d'en parler, je répondrai à des questions. Ça, c'est le premier point. C'était essentiel. Deuxième point, tout ceci a été réalisé par une sorte de combinaison, hein, liée à des circonstances et à des visées, hein, où se combine à la fois un évident pragmatisme, il faut que ça fonctionne, donc on est pragmatique. Si on a besoin des bonnes sœurs, eh ben on les garde dans les hôpitaux. Etc., etc. Un grand pragmatisme et des initiatives, donc ça se combine, avec des initiatives qui visent à des transformations profondes, où l'on ouvre une voie qui fait place à des choses très diverses, à la fois, ce que vous avez vu, l'importance de la démocratie sociale, la dimension sociale, à la fois à l'autorité de ce que j'appellerais la chose publique, la res publicae dans son sens premier, qui a une certaine autorité dans la commune, mais sans que l'État, même si ses serviteurs soient honnêtes et dévoués, hein, pour les communards, il y a une morale de l'honnêteté et du dévouement qui est centrale, donc même ces serviteurs de l'État, fussent-ils aussi honnêtes et dévoués qu'on le souhaite, sans que cet État soit omnipotent. Voilà. Il faut arriver à cette combinaison. Voilà, je vous remercie. Oui. À vous, messieurs, dames. Pas tout de suite. Ne confisque pas. Ah, peut-être que si, tout de même. Oui, bon, alors d'accord. Vous êtes devant moi tous, mais j'aimerais bien que d'autres mains se lèvent. Donne-le à Muriel, parce que toi, tu vas lire après. Muriel, prends-le. C'est toi qui vas me dire. Alors. Oui. Muriel, tu fais le circuit. Là devant, monsieur. Là, voilà. Oui, après. Je me pose une question par rapport à la Révolution de 48. Est-ce que la commune et la Révolution de 48, il peut y avoir certains aspects similaires, ou est-ce que c'est vraiment de nature très différente par rapport, disons, au fonctionnement de l'État ou des choses comme ça? Est-ce que j'ai un crayon pour noter? Non, je ne peux pas trop. Ouais. Tu m'en donnes un, parce que je vais peut-être attendre qu'il y ait 2-3 questions. Oui.
Maintenant que nous sommes dans un autre temps, celui des débats, peut-on avoir des précisions sur le mode de recrutement et le fonctionnement de la police populaire dont vous avez parlé? Merci. De recrutement de la police populaire. J'aurais deux questions. Les ouvriers typographes, etc., bijoutiers que vous avez cités, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment ils ont été reclassés après la Commune? Et puis, deuxième question, vous savez qu'on parle de la naissance du droit administratif en 1873. Avant, il y avait la justice retenue, c'est-à-dire que le Conseil d'État, les conseils de préfecture jugeaient au nom du roi, au nom de l'empereur, etc. Bon. Et alors, à partir de 73, il y a un droit administratif qui est autonome, avec des règles particulières et tout, bon, qui sont plus ou moins copiées sur le Code civil, mais pas totalement. Alors, est-ce qu'il y a une filiation quelconque entre ce qui s'est passé en 71 et la naissance, entre guillemets, enfin la naissance du droit administratif en 1873, l'arrêt Blanco, etc. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que quand vous avez dit qu'il y avait des choses qui avaient moins bien fonctionné, est-ce que vous pensiez au ministère de la Guerre? Non, ça fait déjà 5 questions. La première, la révolution de 1848. Il y a une différence fondamentale entre 48 et 71, c'est le temps. 71, ça dure 72 jours. 1848, bon, ça peut durer 2 ans si on veut, ou alors ça dure un jour si c'est février 48. C'est beaucoup plus flou dans une chronologie qui serait à déterminer. Et il y a plusieurs vagues, hein. Il y a février 48, après il y a une élection, il y a juin 48 qui est une insurrection ouvrière spécifique, et donc c'est assez difficile de parler de la révolution de 48 de façon aussi un bloc, et déjà pour la Commune c'est pas facile, que de la révolution de 1800, que de la Commune de Paris. Vous voyez, c'est différent. Si on parle de juin 48, il y a bien des choses dans l'insurrection ouvrière de juin 48 qui vont se retrouver dans la Commune, mais avec beaucoup plus de développement dans la Commune de Paris. Mais les idées de justice sociale, etc., c'est tout à fait présent dans l'insurrection de juin 48. Plus largement, dans la Première République de 1848, avant que le Parti de l'Ordre arrive vraiment au pouvoir, ou Louis-Napoléon, etc., il y a des idées, des idées généreuses qui vont dans ce sens. La suppression de l'esclavage, c'est pas rien. Voilà, hein, pour donner le suffrage universel, masculin, il faut toujours nuancer, parce que c'est une nuance d'importance, mais le suffrage universel, c'est aussi un rapport à l'État et à la chose publique, comme je disais tout à l'heure, qui change aussi les choses. C'est ce que la Seconde République donne. Il n'a jamais été totalement repris en France. Donc vous avez un souci du travail. Les ateliers nationaux, même discutés dans leur contenu, leur fonctionnement, c'est sous pression des ouvriers qu'on envisage un fonctionnement qui permette de donner du travail. Donc vous avez sous la Première République, de façon un peu plus large déjà, vous voyez quand même certains éléments d'une amorce, d'une république qui se voudrait un peu avancée. Mais c'est certain que c'est un processus qui est très vite bloqué par l'évolution politique. Alors la deuxième question sur la police populaire, j'aurais pas dû en parler. C'est tellement d'actualité qu'évidemment, on va y en parler. Bon, alors, là encore, c'est compliqué, parce qu'il y a une partie qui tient au contexte, au fond,
on est en pleine guerre civile, de nouveau. C'est une lutte féroce avec les Versaillais. Et donc, quand vous avez quelque chose comme ça, il y a des arrestations. Voilà, il y a... Bon, donc il y a toute cette dimension qui est très très importante qu'il faut prendre en compte. Mais si on évoque exactement leur conception, une des premières décisions qu'ils prennent, c'est la suppression de la préfecture de police. Il y a des raisons à ça. Les raisons à ça, c'est d'abord, comme on l'a vu, il y a toujours une raison proprement parisienne, hein, il y a toujours ce fil parisien, c'est la tutelle de cette préfecture sur la ville. Paris, avec son statut particulier, a une tutelle particulière de l'État sur la ville. Donc déjà, il y a quelque chose qui fait qu'on n'aime pas la préfecture de police. Mais il y a le deuxième aspect, c'est que cette préfecture de police, alors je parlais du sentiment qu'ils avaient par rapport à l'ensemble des fonctionnaires, hein, c'est le sommet, quoi. Hein, la préfecture de police, c'est le sommet d'un service au service de l'Empire. Et encore, après, à leurs yeux, au service du gouvernement du 4 septembre. Hein, voilà, donc il y a des raisons politiques également de voir dans ces fonctionnaires des ennemis politiques qui ont servi l'Empire, etc., comme l'armée d'ailleurs, ils pensent la même chose au niveau de l'armée. Voilà. Donc, il y a ces premiers facteurs qui vont le faire. Mais on peut aller un peu plus loin, parce que dans leur idée, il faut supprimer entièrement les gendarmes et les sergents de ville, la police. Ça ne doit plus exister. Alors ils les détestent, hein, parce que, évidemment, pour eux, les sergents de ville, c'est ceux qui les arrêtaient pendant l'Empire ou encore après, hein, c'est ceux qui venaient interdire les journaux, etc., etc. Les gendarmes, c'est ceux qui, dans les campagnes, répriment les paysans, etc., etc. Et donc, voilà, c'est plus de gendarmes, plus de sergents de ville. Alors, il faut quand même une police. Voilà. Bien sûr, il y a police pendant la commune, bon, là, etc., etc. Quelle est la solution pour eux? C'est la garde nationale, c'est le peuple armé. Alors là, voilà, c'est ça la police idéale. Je dirais, c'est un peu le modèle américain. Rien. À l'époque, maintenant, c'est pas très très bien vu le peuple armé. C'est pas très politiquement correct. Vous avez dit, oh là là, le peuple armé, oula, c'est pas bien, on n'aime pas du tout les Américains. Regardez, c'est très mal. Mais pour les Américains, c'est un truc qui remonte justement à la constitution de la République. Que le citoyen, il peut être armé. Au XIXe siècle, ça c'est de gauche. Maintenant, c'est de droite. Voilà. Donc, pour eux, la police, elle sera faite par le peuple. C'est par la garde nationale. Alors, ce ne sera plus la garde nationale bourgeoise de la Restauration, où il n'y a que des bourgeois dedans, qui étaient aussi répressifs, peut-être, un peu plus pépères, hein, que les policiers et les sergents de ville, ou que les gendarmes. Ça sera la garde nationale de tout le peuple. Alors, contrôlés, bien sûr, par l'état de droit. Hein, ils sont totalement attachés à l'état de droit. Ils décrètent, c'est la première fois qu'on a des décrets qui limitent le temps de la garde à vue, par exemple, c'est sous la Commune. Le premier décret limitant la garde à vue à 48 heures par la police pour et l'interdiction, parce qu'avant, on peut garder les gens pendant sine die jusqu'à ce qu'on leur fasse leur procès, c'est tout. La première fois qu'on a vraiment un décret clair, c'est la Commune, de dire qu'on ne peut pas, après 48 heures, continuer à garder quelqu'un en prison si un juge d'instruction, parce qu'il y a des juges d'instruction sous la Commune, si un juge d'instruction ne dit pas oui. Il faut qu'on peut continuer à le garder.
La police peut... Donc, il y a toute une série de garde-fous qui sont mis en avant au niveau d'un état de droit, mais la police, c'est la garde nationale qui l'assure. C'est le peuple armé. Voilà, c'est ça leur conception. Alors, ça ne se passe pas totalement ainsi, parce que, évidemment, la garde nationale, à l'époque, elle est pour massivement au combat, elle ne va pas être à l'arrière. Il y a donc des commissaires, des inspecteurs de police nommés par la commune en toute urgence pour faire fonctionner les commissariats, etc., etc. Donc c'est plus compliqué au niveau de la situation. Et puis il y a des débats qui renvoient à ce qu'on avait dit dans la deuxième séance, c'est-à-dire quelle place on donne au contrôle aux différentes hiérarchies du fédéralisme, à l'État, à la commune, aux arrondissements, de qui doit relever le contrôle de la police, qui va édicter les règlements et le droit. La nation, la commune, ou même l'arrondissement. Parce qu'il y en a qui disent oui, jamais, aucun policier, la police, il faut que la plupart des choses soient décidées au niveau de l'arrondissement, parce que c'est là qu'on connaît son quartier, qu'on connaît la situation, donc il faut faire une police d'arrondissement. Il y a des gens qui le proposent sous la commune. Voilà. Donc là, vous avez tout un débat qui renvoie à ce qu'on avait vu dans la deuxième séance de ce cycle. Alors, que sont devenus les ouvriers que vous voyez? Malheureusement, ils n'ont pas devenu grand-chose. Soit ils ont été exécutés, soit ils ont été envoyés en prison, ou plutôt en déportation en Nouvelle-Calédonie, soit ils ont pu s'échapper et exilés. Voilà. Treillard, le directeur de l'assistance publique, a été fusillé le 23 ou le 24 mai devant l'école polytechnique. Et le lendemain, sa femme est venue remettre le reliquat de caisse au centime près des comptes de l'assistance publique. Ce critère d'honnêteté pour eux était très très important, parce qu'ils étaient constamment accusés par Versailles d'être des voyous, des voleurs, etc., etc. Donc pour eux, l'honnêteté, c'est un critère moral clé. Voilà, donc voilà ce qu'ils sont devenus. Et après, ceux qui ont pu revenir en 1880, certains ont repris leur métier, d'autres ont changé, d'autres étaient morts en déportation. Certains ont fait des belles carrières politiques, voilà, comme Édouard Vaillant, un des grands fondateurs du socialisme français, ministre d'Union Sacrée en 1914, puisque, évidemment, certains communards restaient toujours, on vous rappelle, patriotes. Et donc en 1914, un socialiste révolutionnaire comme Édouard Vaillant, il accepte d'être ministre de la Défense nationale. Voilà, ça aussi c'est complexe si on aborde les questions du patriotisme et du pacifisme. Mais ce n'est pas notre sujet. Alors la naissance du administratif, je n'y connais rien à régler. Je ne pense pas quand même qu'ils aient été beaucoup à influencer cette dimension. Je vais regarder, maintenant que vous m'avez indiqué ça. Ceci dit, il ne touche pas beaucoup au Code civil, parce que, comme je l'ai dit, la base du Code civil, c'est la propriété. Les communards ne touchent pas à la propriété. La propriété privée, on ne touche pas. On réquisitionne. Alors on va jusqu'à même la réquisition des ateliers abandonnés, en donnant ces ateliers abandonnés aux associations ouvrières, mais ce sont des ateliers abandonnés. Parce qu'ils inventent le droit au travail. Donc, le droit au travail, ça veut dire, si un atelier est fermé, on peut le réquisitionner, on le donne en gestion à l'association ouvrière pour que ça travaille. Voilà. Mais sur la propriété même, voilà, ils sont dans le respect donc de la base du Code civil, tout le Code civil est fondé là-dessus. Ce qui a moins bien fonctionné, à mon avis, l'armée, ça n'a pas très bien fonctionné, mais j'appellerais pas ça un service public, quoi. Enfin, bon, la guerre, c'est pas pour moi un service public. On est d'accord. Voilà, ça n'a pas très très bien fonctionné, mais disons que ça c'est comme pas, même si alors dire que l'armée est un service public, peut-être, on va pas rentrer dans ces débats. Mais disons que ça a moyennement fonctionné. Mais si on rentre dans... Non, ce qui a le moins bien fonctionné, c'est malheureux à dire, mais
ce qui a le moins bien fonctionné pour moi de ce que j'ai vu après 10 ans ou 12 ans de travail, ce sont les secours. Toujours la même chose. Et ça, c'est très très dur. Pourquoi? Parce que vous avez, à Paris, 150 000 indigents qui vivent de tout petits pécules, de vêtements, etc., que les bureaux de bienfaisance des arrondissements, il y a des listes de ces indigents, etc. Donc c'est les extrêmes miséreux de Paris, ont eu mal, mais là, ceux-là, c'est des infirmes qui ne travaillent plus, ces Hervèses, enfin plutôt compagnons de Hervèses, qui tombent d'un échafaudage, un ouvrier, voilà, un charpentier, il tombe, il ne peut plus travailler, il n'y a pas d'indemnité à l'époque, ça n'existe pas. On a quand même progressé, il ne faut pas non plus se fermer les yeux. On n'est pas au 19e siècle encore. Donc, il n'y a pas d'indemnité, vous ne pouvez plus travailler, vous crevez de faim, quoi, c'est tout. Alors malgré tout, il y a un petit filet de protection qui a été mis, qui sont ces bureaux de bienfaisance, qui existent dans 5 arrondissements, qui sont souvent tenus par des bonnes sœurs ou des dames de patronage, etc., qui vont donner aux pauvres des tout petits pécules d'argent, et ou souvent des secours en matière, parce que si on leur donne de l'argent, ils vont tout déposer en alcool, donc il vaut mieux leur donner des aliments et des couvertures, des choses comme ça. Donc voilà, mais malgré tout, ça fonctionne. Ça donne un micro en dessous du micro, mais ça donne un peu. Et ça, c'est très très difficile pour les communards à les faire fonctionner, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Pas les moyens, les riches qui donnaient ne sont plus là, ils sont tous partis. Le système est désorganisé. Alors ils font le maximum, mais malheureusement, il faut bien dire, la misère, elle est là. Et pendant la Commune, la misère, elle est là. Voilà. Ça, c'était le plus difficile. Pour eux, à mon avis, c'est le plus difficile. C'est de répondre à cette immense misère qui existe dans le Paris du 19e siècle. Là aussi, on est... et c'est immédiat. Les gens, c'est pas dans 10 ans qu'on veut que ça soit amélioré dans ces cas-là. Voilà. Donc ça a été peut-être, à mon avis, qui a eu le plus de difficultés à fonctionner, même si, alors ils font des consultations médicales gratuites dans les mairies, etc. Ils réorganisent les secours, les bureaux de secours, etc. Mais ils n'ont pas vraiment les moyens. Voilà, ils n'ont pas vraiment les moyens d'assurer ça. Et la demande, elle est immédiate. Voilà. Oui, à la suite de la lecture faite par Alain, donc sur les propositions de l'éducation nouvelle des instituteurs et institutrices, j'ai bien compris qu'en fait, c'était la demande d'une instruction gratuite et obligatoire. Laïque, gratuite et obligatoire, oui. Mais est-ce que la mixité était demandée déjà à l'époque et jusqu'à quel âge s'était demandé cette instruction gratuite et obligatoire? Alors l'instruction gratuite, alors ils ne demandent pas la mixité. Par contre, ils sont extrêmement attachés autant à l'éducation des filles que des garçons. Mais il n'y a pas de demande. C'est pas vraiment très pensé à l'époque de faire des écoles communales mixtes. Sauf peut-être dans les tout petits villages où déjà, évidemment, par défaut de possibilité de faire 2 écoles, on faisait une école. Mais voilà, donc ça, moi, j'ai pas vraiment vu de demande d'une école mixte. Je serais peut-être venu, mais là, c'est pas du tout quelque chose qui vient tout de suite. Mais par contre, vous avez énormément de textes où on voit leur attachement à ce que l'école soit ouverte autant aux filles qu'aux garçons, et aussi le précise très souvent aux étrangers, dans un certain nombre de textes, et comme ils l'ont dit, à tout le monde, comme ils disent dans le texte, l'école doit accueillir tout le monde. Ils ont un grand souci d'école. Alors pour eux, là, il faut encore voir les choses telles que, je l'ai dit, les gens qui arrivent au pouvoir, c'est des ouvriers. C'est
ça, hein, c'est le peuple. Et donc pour eux, un point essentiel, c'est l'école professionnelle. Voilà. On pense tout de suite école générale. Non. Pour eux, point 1, c'est des écoles professionnelles. Et donc ils vont créer, elles ne seront pas ouvertes, mais elles ont été créées, on a nommé les professeurs, les directeurs de deux grandes écoles professionnelles à enseignement gratuit, donc post-scolaire, une pour les filles, une pour les garçons. Et donc ça, l'école professionnelle pour les filles, c'est très, très important parce que c'est vraiment montrer l'attachement d'une formation des filles au travail. Hein, pas seulement l'enseignement général, et d'ailleurs très indiqué dans cette école professionnelle de leur donner une culture générale, etc. etc. Donc, très important pour eux, y compris dans les arrondissements, on voit des mairies tenter de créer leur école professionnelle, etc. Bon, ça, c'est la formation professionnelle de l'ouvrier et de l'ouvrière. C'est extrêmement, extrêmement important parce que c'est ce qui permet de négocier des meilleures conditions de travail, etc. etc. Voilà, il faut voir dans l'immédiat, c'est ça. Hein? Alors, pour eux, l'école, c'est gros jusqu'à 12 ans. Hein, voilà, hein. Après, c'est collège et lycée. Collège et lycée, c'est bourgeois. C'est quoi? C'est 1,5% de la population. C'est ça à peu près à l'époque. Hein. C'est pas leur monde et ils y touchent pas. Alors d'ailleurs, les lycées fonctionnent. Hein. Moi, j'ai vu les souvenirs du proviseur de mon ancien lycée, c'est derrière Louis-le-Grand. On vient de milieu bourgeois quand même. Et donc, il raconte comment les cours sont maintenus à Louis-le-Grand pendant que de temps en temps, il y a le délégué de la commune qui vient, qui lui dit qu'il doit mettre le drapeau rouge, alors lui ne le met pas, parce que quand même ça le gêne, hein. Il n'est pas du tout favorable à la commune. Hein. Mais voilà, on ne les embête pas. Petit à petit, donc ça fonctionne. Alors petit à petit, il y a quand même des professeurs qui partent à Versailles, parce que si je continue à enseigner sous la commune, on va peut-être me le reprocher, etc. Bon, voilà. Et c'est aussi assez compliqué, parce que Versailles paie quand même certains fonctionnaires qui travaillent à Paris. Parce qu'il veut qu'il y ait des fonctionnaires qui travaillent à Paris, parce qu'ils peuvent renseigner Versailles. Ou ils peuvent saboter la commune. Il y a toujours ces côtés qui sont complexes hein, dans cette période. Donc, l'enseignement secondaire, il ne nous touche pas, mais il y a des textes où ils disent qu'il faudra quand même, à terme, penser à démocratiser et à ce que les enfants accèdent à cet enseignement. On a tout un texte qui dit, mais bon, ils n'y touchent pas, c'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité pour eux, c'est d'un côté la crèche, c'est-à-dire les petits puissent être accueillis dans des conditions, des familles pauvres puissent être accueillis dans des conditions correctes. Ça, c'est d'actualité. Avec toujours, parce que c'est la commune et que c'est une période comme ça, aussi les enlevés aux sœurs qui font ces asiles. Vous savez, on est quand même dans une période où l'Église, c'est pas du tout la même qu'actuellement. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Hein, on est au 19e siècle. Hein, on enseigne encore que le monde a été créé en 7 jours. Vous avez un grand paléontologue allemand au 19e siècle, parce que la paléontologie, la première et la grande paléontologie de l'époque, elle est allemande. La science allemande est très grande et toujours été très importante. C'est un grand paléontologue allemand catholique qui explique, parce qu'il a commencé à travailler sur les os, il dit, bah oui, mais l'homme, il descend peut-être pas de... Il descend pas, il y a quelque chose qui fait qu'il doit venir quand même de bestiaux, là, qui ressemblent à des singes, enfin bref, je simplifie. Et il y a des hommes qui ont peut-être 100 000 ans ou 200 000 ans, puis ça, il y a une sorte d'évolution, là, quand même, il commence à démontrer ça. Mais il exclut de l'Église catholique, hein. Il est excommunié. Voilà, vous êtes excommunié hein, au 19e siècle si vous dites que le monde il n'a pas été conçu en 7 jours par Dieu, le premier jour ça, le deuxième jour ça. C'est inacceptable. Ouais, c'est ça, hein, l'Église catholique au 19e siècle. Après, elle va créer, elle va prendre conscience de ce problème, elle va
C'est-à-dire que c'est un récit qui exprime la situation de l'époque, etc., etc. Mais au XIXe siècle, vous ne pouvez pas déroger à ça. Et donc, voilà, vous voyez les conflits qui peuvent exister sur ce problème de enlever les enfants à l'Église catholique. Les tout petits. On est au XIXe siècle. J'aimerais revenir sur l'autogestion et les expériences autogestionnaires, la démocratie sociale dans le milieu de travail. Est-ce que ça a été plus répandu, au-delà des ateliers du Louvre, est-ce que c'est quelque chose qui se généralisait dans les milieux, enfin dans les établissements municipaux? Vous avez évoqué l'Assemblée nationale, il y a aussi les postes. Est-ce qu'il y a d'autres milieux qui ont été des lieux d'expérience autogestionnaire? Et est-ce que ces expériences-là ont eu un écho? Est-ce que on le retrouve dans les documents ou dans les discussions, comme quoi c'est des expériences, je sais pas moi, importantes, intéressantes, et qui pourraient pas être généralisées peut-être, mais être repris? Est-ce que ça a eu un écho quelconque et sous quelle forme? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fait ça peut eu une influence plus grande qu'au-delà des ateliers du Louvre et de quelques autres lieux de production? Alors, ce modèle, il existe assez largement, mais au travers d'un système qu'on a absolument que par moment évoqué comme ça rapidement, lorsque j'ai parlé du proudhonisme, des choses comme ça. Il existe par le biais de l'aspiration à la coopérative ouvrière de production ou de l'association ouvrière. Voilà. C'est dans ce modèle économique qu'il est discuté et débattu, c'est-à-dire dans le modèle que l'on espère, que l'on souhaite, sous la commune, que la commune, alors là je parle de la commune institution et la commune révolution ensemble, hein, a en tête. C'est-à-dire quel est le modèle qu'il a en tête, hein, le modèle rêvé, sur lequel qu'on essaye un peu de favoriser en décidant que désormais, par exemple, la ville donnera en priorité ses commandes aux associations ouvrières. Hein, voilà, alors que si on réquisitionne un atelier abandonné pour le remettre au travail, ce sera donné à une association ouvrière, etc. Il y a toute une série de mesures qui vont dans ce sens-là. Donc effectivement, ça c'est beaucoup discuté, et ça ne vient pas de la commune même, c'est déjà envisagé, un peu discuté sous la Seconde République, et à la fin du Second Empire, dans l'Internationale et ailleurs. Et donc là, ce modèle, qu'on espère, que je l'ai indiqué, le développement, il faut des travailleurs, mais il faut aussi du capital. Vous ne pouvez pas passer par-dessus l'économie. Il faut du capital. Il faut bien du capital pour avoir plus de machines. Ou alors on décide qu'on ne grossit jamais. C'est peut-être un choix. On parle du productivisme, mais à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui est totalement posé. Donc, sous le développement, il vous faut aussi du capital. Pour avoir du capital, si vous n'en avez pas, il n'y a qu'une solution, c'est d'être nombreux. Voilà, c'est d'apporter soi-même une partie du capital, et en étant 300, 200, 500, en apportant chacun un peu, et en cédant de banques qui seraient susceptibles de prêter en priorité à ce mode d'association. Donc ça va aussi avec tout un travail sur l'idée du crédit, développer aussi du crédit au peuple, en quelque sorte, qui est développé. On va fabriquer un modèle de coopérative ouvrière de production, ça a été dit après, c'est pas un mot de l'époque, hein, coopérative ouvrière de production, c'est un peu après, mais ça commence à arriver. À l'époque, on dit plutôt association ouvrière.
mais c'est un peu confond parce qu'on confond un peu association ouvrière avec syndicat, donc ça c'est compliqué pour l'époque. Mais enfin, voilà, les associations ouvrières de production, et ça c'est vivant, il y en a. Il y en a déjà à la fin du Second Empire, il y en avait déjà un peu sous la Seconde République, et elles se sont souvent développées pendant le siège parce qu'elles ont fait des propositions aussi de travaux pour l'armée, pour la garde nationale, etc. C'était créé pendant le siège une grande coopérative ouvrière des tailleurs d'habits, qui était gérée par le syndicat des tailleurs et qui a fourni énormément d'habits militaires. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pendant le siège, on ne peut pas aller commander les habits militaires hors de Paris. Il faut donc qu'ils soient produits sur place. Voilà. Donc, et ces associations ouvrières, elles sont... alors on a pas mal de statuts de ces associations ouvrières de production. Elles sont conçues quand même, comme un peu l'économie sociale et solidaire, si vous voulez. Elles sont conçues sur une base démocratique. C'est-à-dire que quasiment toujours, les ouvriers ou les membres fondateurs de l'association, après ça se complique, mais les membres fondateurs de l'association, les membres participants de l'association, élisent le président, le directeur de l'atelier de l'association ouvrière. Il y a généralement un conseil. Alors les statuts sont très diversifiés, ils sont très diversifiés, mais généralement, ils s'appliquent à une démocratie ouvrière dans ces coopératives ouvrières de production. Donc voilà, ça c'est leur modèle. C'est un modèle qui doit, dans peut-être le rêve proudhonien, qui doit se développer un peu par capillarité, etc. Ça n'a pas vraiment totalement fonctionné. De ce point de vue-là, Marx, mais non, c'était une rêverie, c'était une utopie. Ce qui fonctionnait, c'était le développement capitaliste, du vrai capitalisme pur et dur, et pas de ce modèle. Et d'une certaine mesure, c'est vrai. Donc, oui, c'est ce qui s'est développé, de fait, le capitalisme s'est développé. Donc, voilà. Mais c'est ça qui est... ça se fera par cet aspect qui est ce développement. Voilà ce qu'il pense en profondeur. Après, la situation ne se prête pas partout à des formes autogestionnaires, parce qu'il faut que ça fonctionne pendant la commune. Il faut que ça fonctionne et il faut que... voilà, c'est pas quelque chose qui se généralise. Mais on voit ce modèle d'association ouvrière, c'est celui qui prend de l'ampleur. Encore une question? Non. D'accord, ok. Si le patron a dit non, c'est non. Alors, on va terminer par un dernier texte. Alors ce dernier texte, c'est un texte de Jean-Baptiste Clément, donc que vous connaissez tous comme chansonnier, parolier, compositeur, etc., élu membre de la commune par le 18e arrondissement, par Montmartre, donc étant un des plus actifs membres de la commune. Et il écrit au journal officiel de la commune un très long article qui s'appelle « Les rouges et les pâles », et dont on a extrait un article. On a extrait un passage. Les pâles. Des hommes demeurent frivoles et tapageuses qui intriguent, cumulent les emplois et embrouillent les affaires de ce monde. Pétris d'orgueil et d'ambition, ils se drapent dans leur infamie et font la roue sur les coussins moelleux des voitures armoriées qui les transportent de la cour d'assises au bagne du tripot. Ils ne s'habillent point parce que les mœurs et la température l'exigent. Ils se costument pour vous éblouir et vous faire croire qu'ils ne sont pas de chair et d'os comme vous. Leur vie est un éternel carnaval. Ils ont des culottes courtes pour aller à tel autre. Ils ont des habits verts pommes, brodés sur toutes les coutures, des chapeaux à cornes ornés de plumes,
Je vous demande un peu si tout cela n'est pas une vraie comédie, si ce n'est point une éternelle descente de la courtille. Ils n'habitent point cela, ils demeurent dans des hôtels. Tout y est d'or, de marbre, de velours, tout y est doré sur tranche, depuis les meubles jusqu'au larbin. Ils ont depuis des valets de pied jusqu'à des donneurs de lavement. Leurs chevaux sont mieux vêtus que nous, leurs chiens sont mieux nourris et mieux soignés que vos enfants. Il est 100 000 pauvres en France qui seraient heureux de demeurer dans des écuries de leurs chevaux ou dans les niches de leurs chiens. Les pâles ne mangent pas parce qu'il faut vivre, non. Ce sont des goinfres pour lesquels il existe des chabots qu'on décore parce qu'ils ont trouvé l'art d'assaisonner une truffe, des goinfres pour lesquels un vatel se brûle la cervelle quand sa sauce n'est pas dorée à point. Les rouges. Ceux-là ne veulent plus que vous payiez des impôts pour entretenir les autres. Ceux-là ne veulent plus qu'il y ait des casernes et des soldats parce que, n'étant pas les ennemis du peuple, ils ne le craignent pas. Ils savent ceux-là que le peuple se fait armer quand ses frontières sont menacées. Ils veulent que vous ayez votre part d'air et de soleil, que nous ayons tous également chaud et que nous ne mourions pas d'inanition à côté de ceux qui crèvent d'indigestion. Ils veulent qu'il n'y ait plus de terre en friche, de pieds sans sabots, de huches sans pain, de pauvres sans lit, d'enfants sans nourrice, de foyers sans feu, de vieux sans vêtements. Ils veulent que les lois soient les mêmes pour tous, qu'on ne dise plus aux victimes qu'il faut être riche pour poursuivre les coupables. Ils veulent la liberté, c'est-à-dire le droit de travailler, de penser, d'écrire, d'être homme, d'élever ses enfants, de les nourrir, de les instruire, d'en faire des citoyens. Ils veulent le droit de vivre, enfin. Ils veulent l'égalité, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'homme au-dessus des autres, que nous naissons et mourrons tous de même, que les titres sont des injures faites à la dignité d'homme, que deux enfants couchés dans le même berceau n'ont pas sur le front de marques distinctives. Ils veulent l'égalité dans l'instruction, l'égalité dans la nature, dont la nature a prouvé l'existence par la naissance et la mort des hommes. Ils veulent la fraternité, les rouges, la fraternité entre les peuples, sans esprit de nationalité, sans préjugés de religion, sans différence de ciel. Ils veulent que le fort secourt le faible, que le vieillard conseille l'enfant et que le jeune homme protège le vieillard. Ils ne veulent plus qu'il y ait des bureaux de bienfaisance et des huches de charité. Le bureau de bienfaisance doit être l'humanité tout entière. La huche de charité doit être chez tous les citoyens. Ils veulent la fraternité parce que c'est le point de départ de la liberté et de l'égalité. Les pauvres, les travailleurs, les honnêtes gens sont des rouges. Que la nature en est, que Lalmenais et Proudhon en étaient, et que Dieu, s'il existait, serait avec nous.